et bienvenue sur le plateau de 20 milieux sur les mers, notre émission dédiée à la découverte du monde dans le sillage des croisières mythiques. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour Bénédicte, je vous rappelle que cette émission est interactive, vous pouvez poser vos questions et réagir sur le fil Facebook du Figaro, on vous écoute bien entendu. Alors Jean-Bernard, aujourd'hui nous allons mettre le cap sur le Pacifique Sud avec ce périple à bord de l'Austral, navire de la flotte Ponant, à bord duquel nous embarquerons pour une croisière de 14 jours qui nous conduira de Tahiti à l'énigmatique île de Pâques. Alors avec nous pour en parler, trois invités. Patrick Brissac, directeur des opérations nautiques Ponant, qui nous parlera de l'environnement sous-marin et des mille et une façons de l'explorer. Patrick, bonjour. Bonjour. Autre spécialiste que nous avons convié sur ce plateau, Jean-Louis Joret, conférencier qui évoquera l'histoire des grands explorateurs du Pacifique et décryptera le passé géologique des îles que nous découvrirons au cours de cette croisière. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Avec nous également sur ce plateau, Nicolas Coe, archéologue, conservateur des collections de préhistoire et d'Océanie au musée royal de Bruxelles et spécialiste de l'île de Pâques où il dirige depuis plus de 20 ans, près de 20 ans, les fouilles archéologiques. Nicolas, bonjour. Bonjour. Jean-Bernard, le monde polynésien est loin d'avoir livré tous ses secrets et l'originalité de cette superbe croisière, c'est justement de s'éloigner des grandes routes maritimes pour nous faire découvrir des destinations polynésiennes beaucoup plus rares. En effet, Bénédicte, la première étape de cette croisière au départ de Tahiti, c'est l'atoll de Whakaarawa, dans l'archipel des Tuamotu. Un atoll idyllique, classé réserve de la biosphère par l'UNESCO et réputé par la richesse de ses fonds marins. J'imagine, Patrick, qu'au niveau snorkeling et plongée, on en prend littéralement plein la vue. Ah, c'est exact. En plus, ce sera la première escale de cette superbe croisière. Et le fait de pouvoir plonger ou faire du snorkeling à Whakaarawa, c'est vraiment extraordinaire. En particulier lors de la super plongée qui est située à la passe nord de Whakaarawa, qui permet de pouvoir, dans des profondeurs pas extraordinaires, une vingtaine de mètres, 25 mètres, de voir des bures de requins, de voir des raies mantas, de voir une multitude d'espèces de poissons différentes. Alors on va peut-être y venir, mais pour les internautes qui regardent cette émission en direct, ils ne savent pas forcément ce que c'est qu'un atoll déjà. C'est quoi un atoll? L'atoll de Whakaarawa, à quoi ça ressemble? Quand on arrive avec la croisière, c'est quoi? C'est plat? Pour schématiser, c'est plat. C'est plat, c'est une espèce d'une super bague, on pourrait imaginer une super bague, avec des entrées, du bleu foncé tout autour, et des différentes îles à l'intérieur, et de superbes fonds coralliens. D'accord. Donc c'est un paysage de carte postale. C'est un paysage de carte postale, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et les passagers sont vraiment sous le charme au niveau des activités, puisque plusieurs activités sont proposées, du snorkeling, de la plongée bouteille, des visites à terre avec des guides. Et je trouve quand même qu'ils sont un peu comme des enfants gâtés, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire. Il y a tellement de choses à faire et il faut s'organiser pour qu'ils puissent goûter un petit peu à tout. C'est une entrée en matière quand même assez magistrale. Là, vous avez mis la barre assez haut pour une première étape, une première escale. L'atoll de Whakaarawa, on voit des images d'ailleurs qui s'affichent à l'écran. C'est effectivement la carte postale absolue, le côté idyllique de la Polynésie. Là, on est vraiment dans le rêve. Là. Ah, totalement. Les Tuamotu, c'est vraiment la Polynésie comme on l'imagine, comme on rêve, comme on apprécie de pouvoir plonger. Vraiment pour un plongeur, même pour moi qui ai beaucoup d'expérience, c'est vraiment un rêve à chaque fois que je mets les palmes là-bas. On ne sait pas forcément de la plongée bouteille, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas qui n'a pas ses diplômes de plongée peut tout à fait en snorkeling voir des choses. Tout à fait, c'est-à-dire avec palme masque tuba, donc on emploie le terme snorkeling, maintenant on dit plutôt randonnée palmée, c'est un terme plus français. Et donc il y a une possibilité pour tous les passagers d'être munis de palmes masque tuba qui sont fournis à bord, de pouvoir s'adoler à partir de la plage ou à partir de l'embarcation à l'activité randonnée palmée. Et sur l'archipel de Whakaarawa, on y reste combien de temps durant cette croisière? C'est une nuit, c'est 2 jours? On y reste une demi-journée. Voilà. Et les excursions à terre, en fait, qu'est-ce qu'on voit sur Whakaarawa quand on va à terre? C'est plus nature, c'est une balade nature? Une balade nature, on peut visiter quelques vendeurs de perles, qui vendent des perles de culture. Voilà, Jean-Louis. Oui, à Whakaarawa, on a beaucoup de culture de perles, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, justement, en abordant les atolls, puisque vous parliez d'atolls, c'est de relever aussi un petit peu l'aspect géologique des atolls. Il faut se souvenir que d'abord, ce sont des îles basses, basses, vraiment basses, doublement basses, tant les navigateurs d'antan redoutaient ces régions.
On peut même, avant de dire un mot sur son aspect géologique, on peut se souvenir de Magellan, qui, du détroit qui porte son nom jusqu'aux Mariannes, où il a débarqué pour la première fois, a traversé cet océan Pacifique en passant par les Tuamotu, sans apercevoir réellement une seule île, sinon la petite île de Puka Puka, qui est juste au nord de la partie nord des Tuamotu. Et c'est vraiment presque un miracle qui n'ait rencontré aucun obstacle, où il aurait pu d'ailleurs s'échouer avec ces 3 malheureuses embarcations. Et à travers ces îles qui sont très dangereuses, eh bien, on a des passes, on a une navigation qui est particulièrement risquée. Et ce n'est pas pour rien que l'archipel s'est appelé, à un moment donné, au XVIIIe siècle, l'archipel dangereux, un nom qui avait été donné par Louis-Antoine de Bougainville. Lorsqu'il a navigué dans ces coins-là, c'était particulièrement risqué. Et lorsque l'on voit la carte que Bougainville a établie de cet archipel, il faut se souvenir aussi que cet archipel fait quasiment 1800 kilomètres de longueur. C'est incroyable. Avec des terres qui font à peine 3, 4, 5 mètres de hauteur dans le meilleur des cas, hein, avec différents motus à droite et à gauche. Alors, c'est un paysage qui nous fait rêver, nous. Mais peut-être la vie pour les habitants est quand même assez rude. C'est des petits villages, des toutes petites communautés sur place. Donc les passagers débarquent et vont dans ces villages, visitent ces villages, rencontrent les gens, les Paumotu, comme on les appelle, donc les habitants des Tuamotu. C'est des petites communautés. Ce sont des petites communautés. Hein. La population des Tuamotu est très, très limitée, à peu près 15 000 habitants. Mais c'est une vie assez rude, notamment pour trouver de l'eau douce. Ça, c'est une particularité de cet archipel. Alors, bien sûr, aujourd'hui, avec les moyens modernes, on arrive à pallier à ces difficultés, mais ça reste quand même néanmoins... ça a été rendu idyllique par le tourisme, et par les cartes postales, par les reportages, mais ça reste quand même des endroits très, très difficiles. Par contre, sur le plan géologique, c'est particulièrement intéressant, parce qu'il faut se souvenir que ces atolls, ce sont des vestiges de volcans qui ont été particulièrement élevés à une époque bien ancienne, à plusieurs millions d'années derrière nous. Et ce qu'il reste de ces volcans, c'est simplement cette frange corallienne qui détermine. D'ailleurs, quand on regarde l'atoll de Fakarava, c'est un atoll qui est quasiment rectangulaire, hein, quand on le regarde bien, eh bien, on imagine l'énormité du volcan qui était à cet endroit, à une époque. Ce sont des volcans, toute la Polynésie est faite de volcans. Hein. D'anciens volcans. Ouais. D'anciens volcans, et des volcans qui peuvent être du côté des Australes, notamment, et encore actifs. Et dans la particularité des volcans issus de points chauds, ce qu'on appelle les points chauds. En France, on connaît bien les points chauds, puisqu'on en a un exemple dans l'océan Indien, qui est la Réunion, qui vient de faire parler de lui. Un point chaud, c'est une source volcanique, c'est une forme de volcan qui est tout à fait particulière à l'intérieur même de l'océan Pacifique. On peut trouver des points chauds même sur les continents. Et toutes ces îles, quelles qu'elles soient, eh bien, sont d'origine volcanique de points chauds, de différents points chauds. On avait évoqué un petit peu avant les Marquises. Les Marquises sont des volcans issus des points chauds. Et les plus anciens volcans, à force d'être érodés par la nature et de s'affaisser, sont devenus des atolls. D'accord. Mais justement, donc, si j'ai bien compris, on vit sur du corail dans les Tuamotu, c'est ce qui fait un peu la particularité. Justement, ce fameux corail, Patrick, est-ce qu'il est, ça a été classé, Fakarava est classé réserve de biosphère. L'état du corail est-il vraiment exceptionnel, justement, pour les plongeurs et les snorkeleurs, ceux qui font de palmasque et tuba? Pour les snorkeleurs, c'est assez agréable à regarder, en effet. Par contre, pour les plongeurs, je trouve qu'il y a plus on descend, plus le corail est abîmé.
D'accord. En fait, il y a une densité de poissons assez incroyable, mais au niveau des coraux en eux-mêmes, on sent qu'il y a eu quelques traumatismes du corail, si on peut appeler ça comme ça, et qui n'ont fait pas du corail. Alors le corail est en train, suivant les endroits, est en train de renaître, je dirais. On commence à revoir encore du corail, quelques couleurs. Mais il y a eu des périodes, il y a eu du blanchiment et ça a été assez désastreux. D'accord, donc ce n'est pas forcément comme l'Indonésie, enfin d'autres destinations corail qui sont très poussées. D'accord, très très bien. D'accord. Alors Jean-Bernard, après avoir découvert ces fonds marins de rêve, 2 jours de navigation sont nécessaires pour rejoindre l'archipel des Gambiers, toujours en Polynésie française, à 1600 km de Papeete, l'archipel des Gambiers où nous accosterons sur Mangareva. Alors Jean-Louis, les Gambiers sont surprenantes. On y trouve par exemple une cathédrale en bordure du lagon, quasiment. Oui, le Mangareva en soi, c'est également les vestiges d'un ancien volcan. D'abord parce qu'on a une grande, quasiment en losange, cet atoll, et au milieu de l'atoll, il reste encore la partie volcanique. Ce sont les îles hautes, on peut dire îles mi-hautes, disons, puisque je dirais le point culminant, le mont d'Œuf, est à peu près 440 mètres d'altitude, donc c'est déjà un archipel qui a été assez érodé. Mais à l'intérieur de cette large, très très large frange corallienne, eh bien, il reste ces vestiges volcaniques qui sont les îles où nous accostons, nous mouillons, puisqu'il n'y a pas de port pour accueillir des navires de la taille de l'Austral. Et le nom même de Gambier est assez original, car on aurait pu penser que pour une terre appartenant à la Polynésie française, on aurait eu un nom français, ou polynésien en l'occurrence. Eh bien non, là on a un nom d'origine britannique. Et c'est à peu près le seul exemple que l'on ait et qui soit resté, disons. Puisque en Polynésie, de nombreuses îles ont eu des noms britanniques, les Britanniques ayant navigué avec Wallis, avec Cook, etc., dans cet archipel. Donc, on a des noms britanniques qui restent en second plan, sauf au Gambier, où on a le nom officiel de cette c'était un officier supérieur britannique qui avait, entre autres, permis l'installation de pèlerins et de missionnaires sur l'archipel Gambier, avant même que la France n'en prenne possession au milieu du XIXe siècle. Et c'est pour ça que c'est assez original. Les premiers missionnaires sont arrivés. D'ailleurs, ils sont arrivés sur ce navire qui s'appelait le Dœuf. Hein, et on va développer, au tout début du XIXe siècle, ce côté missionnaire en Polynésie qui sera bien d'un côté et mauvais de l'autre. Car les missionnaires vont établir beaucoup d'interdits pour les Polynésiens, entre autres l'art du tatouage, ni plus ni moins. Et ils vont communiquer leur foi, etc. Donc au début, c'était quand même assez intéressant de voir cette arrivée missionnaire. Et on va petit à petit voir des édifices religieux s'installer dans l'archipel des Gambiers, avec notamment ce qui peut être considéré comme la plus grande cathédrale du Pacifique Sud à Rikitea, qui est le chef-lieu, si je puis dire, de cet archipel des îles Gambier au Mangareva. Alors, on va revenir sur ces constructions. Justement, Patrick, quelle est l'impression qu'on ressent quand on arrive avec les passagers en vue d'une cathédrale au bord du lagon? C'est quand même très spectaculaire. Moi, je l'ai vu, cette cathédrale à Rikitea, c'est quand même impressionnant. Enfin, comment réagissent les passagers? Parce qu'on est au bout du monde, il faut quand même rappeler le contexte. On est au bout du monde, bout du monde, au fond de la Polynésie. C'est vraiment totalement isolé. C'est une île qui n'est pas très touristique. À Mangareva, il y a très très peu de flux touristiques. Les passagers du Ponant ont la chance effectivement de voir ce site. Mais la vue de cette cathédrale est quand même absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Et la plupart des passagers n'avaient qu'une hâte, c'est de pouvoir
s'y rendre et à visiter. Et de mémoire, je crois qu'il y a une messe qui avait été organisée spécialement pour la venue du bateau. Et on a eu une grande majorité des passagers qui s'y sont rendus pour pouvoir justement visiter cette cathédrale et participer à cet office. Elle fait quand même quasiment 1200 places, hein, cette cathédrale. C'est pas, Et elle a été restaurée, heureusement, très récemment, ce qui fait que lorsque nous y sommes passés à l'automne dernier, les couleurs étaient vraiment chatoyantes, c'était magnifique. Est-ce qu'il y a toujours une ferveur religieuse qui est assez forte justement dans cette île catholique, hein, puisqu'elle est très catholique? Est-ce qu'il y a encore une ferveur religieuse? Est-ce qu'il y a des chants particuliers lors des messes auxquels on peut assister? Ça doit être assez spectaculaire aussi. D'ailleurs, lorsque l'on a débarqué à Rikitea l'automne, c'était le Boréal au cours de ce voyage, et il y avait dans l'après-midi, à l'intérieur de la cathédrale, il y avait des répétitions de chants qui étaient fort agréables parce qu'elles étaient spontanées. C'est ça qui était particulièrement attrayant pour les passagers. Alors Patrick, durant cette escale au Gambier, qu'est-ce que vous proposez aux voyageurs que vous embarquez à bord de l'Austral? Déjà, visite de l'île principale. Sont aussi organisées des visites des fermes perlières qui sont assez importantes, puisque je vois que dans cette région, les perles de meilleure qualité sont fabriquées un peu aux îles Gambier. Possibilité aussi de participer aux activités aquatiques, c'est-à-dire qu'on propose aussi de la plongée sous-marine. Alors la différence, c'est que les Gambiers étant un peu loin de tout, comme vous disiez, on est obligé d'improviser. Donc on se fait un peu des plongées découverte, exploration. Ah, mais ça, c'est le rêve, ça. C'est le rêve de tous les plongeurs, Patrick. Les passagers adorent cela. Quand on leur propose, on leur disait, bon, je ne connais pas le site, mais par contre, on peut découvrir des sites ensemble. Et là, il y a une grande participation, une grande volonté d'aider et de découvrir de nouveaux sites. Parlez-nous du corail aussi, parce que ça m'intéresse, l'état du corail. Le corail, Gambier. il est complètement différent. Il y a des plongées extraordinaires avec des tables coralliennes absolument extraordinaires qui se trouvent dans ces îles. Au niveau de la faune, une grosse densité de poissons, un peu moins que dans les Tuamotu certainement, mais le corail est une bien meilleure qualité, avec des formes absolument extraordinaires, des couleurs extraordinaires. Et au Gambier, je crois qu'il y a aussi une particularité, il y a un corail endémique, le corail vert, qu'on arrive à trouver là-bas. Ouais. D'accord, donc des eaux très saines, très pures, qui favorisent à la fois le développement de la perliculture, donc les fameuses perles de Tahiti, qui sont surtout élevées là-bas, si j'ai bien compris, et puis il y a une qualité corallienne pour les plongeurs, les snorkelers, mais moins de requins qu'au Tuamotu. Les Tuamotu, c'est une destination requin par excellence, pas vraiment les Gambiers. Pour le peu de plongée que j'ai pu y faire, oui. Mais bon, il y a tellement à faire encore, on n'a pas eu de possibilité de sortir en dehors de l'atoll, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel de plongée bouteille là-bas. Nicolas, vous avez eu l'occasion, je crois, de vous rendre au Gambier. Quel souvenir vous en gardez? D'abord, c'est un petit bijou, d'un point de vue paysage naturel. Toutes ces petites îles qui sont en fait les vestiges, les points les plus hauts de cette ancienne masse volcanique qui est usée. Il reste l'atoll avec ces petits points qui débordent. Mais pour revenir à cette cathédrale, il faut savoir que le missionnaire qui a œuvré là-bas longtemps, Honoré Laval, originaire de Chartres, c'était la compagnie des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, dit de Picpus, parce qu'ils avaient leur siège ici, rue de Picpus à Paris, a été un grand bâtisseur. Il a non seulement fait cette cathédrale, mais il a fait des petites églises, des petites chapelles partout, sur toutes les îles. Il a même reproduit en miniature une sorte de mini-cathédrale de Chartres sur une des îles des Gambiers. Et c'est tellement important aujourd'hui pour la population que c'est sans doute la partie majeure de leur patrimoine monumental. Bon, il faut savoir aussi, hein, les missionnaires ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il y a aussi des dégâts qui nous semblent tristes aujourd'hui, entre autres la destruction des monuments anciens, pré-contact, qu'il a remplacés par des églises, ce brave Laval. Mais donc, toutes ces églises et chapelles font partie du patrimoine premier de la population actuellement. Et ça vaut la peine de les voir. Ces monuments anciens qui datent donc avant cette période, à quoi pouvaient-ils ressembler? Est-ce qu'on en a une idée? Alors on est dans des populations polynésiennes, comme aux Marquises, comme dans les îles de la Société. C'est aussi un nom anglais d'ailleurs, île de la Société. Hein. C'est la Royal Society of London. Hein. C'est Cook qui a donné ce nom-là, qui est resté aussi. Ce sont des Polynésiens, donc l'architecture culturelle est extrêmement importante. Et c'est surtout formé d'hôtels en pierre,
pas toujours extrêmement impressionnants, mais précédés d'énormes dallages avec un mur d'enclos qu'on appelle des marae. C'est le monument principal des Polynésiens. Comme on en trouve sur les îles de la Polynésie française, enfin de la société en fait. Oui, les plus beaux, les mieux conservés se trouvent actuellement dans les îles de la société, à Tahiti ou à Raiatea ou des choses pareilles. Mais on sait par la documentation d'Honoré Laval lui-même. Il a documenté tout ça avant de construire ces églises ou ces chapelles. On sait qu'on était dans un milieu profondément polynésien. Ce sont des Polynésiens et ils avaient le même genre d'architecture, avec plutôt une statuaire en bois qu'en pierre. C'est des variantes selon les îles, mais on est dans la même ambiance. Oui. Petite question de... Non, c'est pas une question, c'est une impression, un commentaire de Françoise sur Facebook qui nous dit « Je fais d'ailleurs ce merveilleux voyage fin octobre, j'attends avec impatience pour changer d'air. » On est en train déjà de la mettre dans l'ambiance. Françoise, voilà, vous y êtes. Il y a également Sophie sur Facebook qui nous dit sur le fil, qui nous pose cette question-là. Une question très pratique, mais bon, ça fait aussi partie du voyage. Quel est le meilleur moment de l'année pour se rendre en Polynésie, messieurs? Patrick? Je dirais partir du mois de... octobre jusqu'au mois de mars-avril. Alors moi j'ai une question aussi très pratique. Pourquoi Mangareva, cet archipel, ce petit archipel de Polynésie qu'on est en train d'aborder, qui a un patrimoine effectivement très riche sur le plan religieux, pourquoi finalement il est resté complètement en dehors des radars? Quand on parle de la Polynésie, on parle de Tahiti, de Moorea, des Tuamotu éventuellement, jamais des Gambiers et jamais de Mangareva. Vous le faites avec le Ponant. Qu'est-ce qui se passe finalement? Mais il n'y a pas de plage, à part sur l'atoll. Mais ce n'est pas les grandes îles de Polynésie française, du sang de la Polynésie française, comme les îles de la Société, où vous avez des grandes plages, y compris sur les motus, ce qu'on appelle les petits îlots qui forment les atolls. Vous n'avez pas du tout cette même configuration géologique. Donc c'est au premier abord moins attirant. Ce sont plutôt des petites îles abruptes qui tombent dans la mer. N'empêche que c'est extrêmement beau et ça vaut la peine. Et la Polynésie, ce n'est pas que des plages de sable blanc et des cocotiers. Imaginez que la Polynésie, c'est également la Nouvelle-Zélande avec ses montagnes, il y a des neiges éternelles. La Polynésie, c'est aussi Hawaï avec les volcans qui fonctionnent toujours. Ce sont des atolls, des îles hautes, des îles basses. C'est extrêmement varié comme milieu. Mais on a souvent l'imagerie du centre de cette Polynésie avec les plages de sable blanc, les jolies filles avec des couronnes de fleurs et des cocotiers. Ce n'est qu'un petit aspect de la Polynésie, mais c'est celui qui rencontre le plus de succès dans l'imagerie que l'on peut avoir d'ici sans connaître ce milieu-là. D'accord, donc Mangareva, c'est un petit peu la pépite un peu secrète, la botte secrète de la Polynésie. C'est comme ça que vous la voyez? Non, pas vraiment. C'est une des bottes. Voilà. Mais comme dit Nicolas, la Polynésie, bon, nous on pense souvent Polynésie française également. C'est vrai que c'est un vaste territoire de 1,5 millions de kilomètres carrés, des îles hautes, des îles basses, des îles sauvages, des îles très fréquentées, Bora Bora, qui est magnifique d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un petit peu à travers cette image que de Bora Bora, on pense à la Polynésie. Et comme dit Nicolas, c'est tellement plus vaste que la simple image de Bora Bora. Mais c'est le tourisme qui fait aussi le caractère, le développement du tourisme qui contribue à la connaissance de tous ces archipels, de toutes ces terres lointaines. Pour aller au Gambier, c'est très très difficile. Pour aller aux Australes, c'est très difficile. Pour aller aux Marquises, c'est difficile. Mais il y a quand même une connexion plus facile avec les Marquises qu'avec les Gambiers. Forcément, il y a des connexions aériennes et quelques connexions maritimes, mais c'est plus facile quand même d'aller aux Marquises. Il y a 1 jour et demi de mer pour atteindre les Marquises depuis Tuamotu. Donc, mais la Polynésie, c'est beaucoup plus que des plages de sable fin et du lagon. Il y a des îles sans lagon. Justement, Patrick, comment réagit cette population de Mangareva, qui voit effectivement peu de touristes pour le coup, c'est ce qu'on vient de dire. Comment ils réagissent à l'arrivée de, je sais pas, plusieurs dizaines, voire centaines de passagers? Toujours comment ça se passe? Beaucoup de communication, qui sont très agréables. Il y a les danses d'accueil, beaucoup d'échanges, les danses d'accueil bien sûr, et il y a beaucoup d'échanges en fait. Ils reviennent souvent vers les passagers pour discuter dans la bonne humeur. C'est vraiment extraordinaire. Pour revenir à ce que je disais à Jean-Louis, la Polynésie est justement cette imagerie, c'est les plages blanches, le sable blanc, ainsi de suite. L'avantage qu'il y a, c'est lors de nos différentes croisières, les passagers adhèrent tout à fait à ces changements. C'est-à-dire que, je prends un exemple des Marquises dont nous parlions tout à l'heure, ils attendent les plages blanches, de sable blanc quelque part. Par contre, les Marquises restent quelque chose de, comme les Gambiers, quelque chose d'imprégné dans l'esprit
Il y a une grosse différence. Bon, les marquises ont une histoire un peu différente des Gambiers, mais les passagers partagent tout à fait ces différentes phases. C'est-à-dire qu'ils viennent pas systématiquement pour s'attendre à une plage avec les lagons bleus, ainsi de suite. C'est ce qui fait un petit peu la force de nos croisières. Pas de lagon, pas de plage. Pas de lagon, pas de plage. Mais c'est un paysage Mais les absolument gens, fantastique. Les passagers adorent. C'est une beauté Le incroyable. relief des marquises est quand même saisissant. Quoi. Absolument. Ça culmine à D'ailleurs, plus de 1000 mètres, oui. Dans cette même idée, vous avez l'île de Tahiti elle-même, qui est la plus grande, la plus jeune aussi des îles. En fait, quand un visiteur arrive en Polynésie française, entre autres, c'est le centre le plus important, on arrive à Tahiti, et la première chose qu'on fait, c'est de partir quelque part dans les atolls, à Moorea ou à Bora Bora ou à Tuamotu, et on reste jamais quasiment à Tahiti même. Parce qu'on pense que Papeete, c'est Tahiti. Non, oui, tout à fait. l'île de Tahiti, qui est la plus grande, hein, ça fait à peu près 1000 km², c'est en même temps la plus belle des îles de la Polynésie. Il faut aller du côté de la presqu'île, en fait. La presqu'île, de l'intérieur, il y a le grand volcan de 2000 et quelques mètres de hauteur. Ce sont des paysages très, très sauvages. Et plus le temps passe, plus la population se concentre sur Papeete, et l'intérieur de Tahiti, que ce soit la grande île Nui ou Iti, elles deviennent de plus en plus sauvages. Et on est à Tahiti. Les vallées à l'intérieur sont magnifiques. Les vallées sont magnifiques. Beauté incroyable. C'est la jungle, mais c'est une jungle paisible. C'est très, 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 très beau. Bon, ça sera une île à redécouvrir. On y Exactement. consacrera peut-être une émission juste pour elle. Jean-Bernard, continuons notre périple avec une troisième escale qui nous mène aux îles Pitcairn, un micro-archipel très difficile d'accès, très peu visité et pourtant ô combien célèbre puisque c'est là que se sont réfugiés les mutins du Bounty. Jean-Louis, racontez-nous cette incroyable histoire. Ça c'est l'histoire idéale, si vous voulez, du Pacifique. D'abord parce que c'est une belle histoire maritime en elle-même, et puis c'est une histoire qui fait rêver. Très romanesque. Oui, il y a tous les ingrédients de la grande aventure. Alors à l'origine, il faut se souvenir que le Bounty, ou certains disent la Bounty, c'est un navire modeste en soi, qui avait reçu une mission à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1790, de gagner la Polynésie pour récolter ou ramasser des plants d'arbres à pain pour les transporter jusque dans les Antilles pour nourrir les esclaves des Antilles. Ça, c'est la mission première de ce navire qui est devenu un peu un navire mythique. Et à la tête de ce navire, au commandement, il y a un certain capitaine Bligh, William Bligh, qui est un personnage particulièrement marqué par ses années de navigation, par un caractère très dur, très autoritaire, qui a été compagnon d'armes de Cook, de James Cook. Il a été notamment sur le 3e voyage de James Cook. Il a été, il a vécu, si je puis dire, la mort de Cook à Hawaï en 1779. Date fatidique, hein, cette date pour les Britanniques, en tout cas pour les Anglais, le 14 février 1779, c'est un jour noir, hein, la mort de Cook. Et Bligh, capitaine Bligh, qui était simplement lieutenant à ce moment-là, a vécu sur place la mort du capitaine Cook. Il a même essayé de défendre le Cook. Donc c'est un personnage qui avait une grande expérience. Et il se trouve que sur ce voyage, il prend des décisions un petit peu difficiles en soi. Et il est secondé par un officier pour qui il a beaucoup d'estime, qui est Christian Fletcher, ou Fletcher Christian, et qui, au fur et à mesure, va un petit peu se détacher du capitaine Bligh, ce même Christian, parce que
effectivement, l'autorité est très, très dure. Et puis, Bligh prend des décisions parfois un petit peu audacieuses. Il veut absolument passer le Cap Horn, parce que le Cap Horn, c'est une idée fixe dans sa tête. Il va échouer, il va revenir vers le Cap de Bonne-Espérance, traverser l'océan Indien pour gagner la Polynésie. Et il exerce ce droit des capitaines d'antan d'être très, très autoritaire vis-à-vis des... Lorsque, finalement, il va y avoir une mutinerie pour sortir de ce cauchemar du voyage, on est parti chercher des plans d'arbres à pain, on n'est pas parti faire la guerre sur ce voyage. Et finalement, Christian Fletcher, va prendre la tête de ces mutins, à contre-cœur d'ailleurs, parce qu'il sait qu'il enfreint les règles fondamentales de la marine britannique. Et comment il en vient justement à aller à l'île Pitcairn? C'est ça qui est fascinant. Alors, après, une fois qu'il a abandonné dans un canot le capitaine Bligh et quelques marins qui voulaient rester fidèles au capitaine Bligh, qui va faire un périple extraordinaire jusqu'en Indonésie, après, on est hors la loi. Et il va falloir fuir les eaux fréquentées par les navires britanniques. Mais les Britanniques, à cette époque, dominent les mers, si je puis dire. Et où trouver un espace pour se réfugier. Et ils arrivent intentionnellement, quasiment, sur cette île de Pitcairn, qui, visiblement, est très mal située sur les cartes. Alors, on va juste y revenir, mais l'île de Pitcairn, elle ressemble à quoi, Patrick? Vous qui l'abordez avec les passagers du Ponant. Parce que là, effectivement, Fletcher va se réfugier sur cette île, parce qu'on est vraiment là, encore plus au bout du monde que dans les Gambiers et Kamangareva. Mais elle ressemble à quoi? C'est un caillou, en fait. C'est un gros caillou. Pensez un peu à l'île mystérieuse. C'est une île haute, mais petite, qui tombe dans la mer. Voilà. Et il n'y a rien. Il n'y a pas de Couverte plage. de végétation. C'est une jungle, oui. Il n'y a pas de plage. Non. Aucune plage. Il n'y a pas de lagon, il n'y a pas de Il plage. n'y a pas de lagon. Il y a, on va appeler ça un petit port, même pas, pour pouvoir permettre à un navire une grande barge de pouvoir appareiller. Mais pas de port, rien du tout. Alors, ce qui est fabuleux sur cette île, qui est encore habitée, il y a une cinquantaine d'habitants, si je me souviens bien, et ces habitants sont tous finalement les descendants des mutins du Bounty. Ah oui, oui, comme disait Patrick tout à l'heure, ils s'appellent tous Fletcher, Christian ou Adams. Et c'est une même et grande famille, des robustes gaillards d'ailleurs, même y compris les femmes. Et Adams, d'ailleurs, qui est un nom important, parce que je crois que c'est un des derniers qui a survécu et qui a élevé les enfants des autres, finalement. Oui. C'est vraiment... après, il a fallu vivre en communauté. C'était pas facile parce que, justement, le lieutenant, enfin le chef du groupe des mutins qui restait, il fallait absolument se fixer sur cette île. C'est pour ça qu'il a brûlé le Bounty. Dans la baie. Dans la fameuse baie où d'ailleurs on mouille lorsque l'on va à Pitcairn. Et pas trop de houle, on peut encore en snorkeler. Enfin, oui, parce qu'il y a les palmés, voir les ancres encore. Parce que les infrastructures sont quand même limitées. Il y a quoi, une cinquantaine d'habitants, on l'a dit. Il n'y a pas vraiment de port. Pour débarquer, ça n'a pas l'air d'être si évident que ça, Patrick. Il y a une rampe, d'accord. Il y a une rampe. Alors, il y a Patricia sur Facebook qui souhaite justement se rendre également dans ce secteur du Pacifique. Et elle nous dit: la beauté des paysages, l'état d'esprit, les coutumes, les habitants vivent loin du stress des sociétés trop modernes. J'irai un jour. Merci à tous. Donc, là, on est en train d'inspirer un certain nombre d'internautes, c'est très bien. Mais justement, racontez-nous un peu cette rencontre, Patrick, entre les passagers et les fameux descendants de ce monsieur Fletcher. Moi, ça m'intrigue, ça, quand même. Alors, cette rencontre n'a pas pu se faire de manière conventionnelle, c'est-à-dire que pour des raisons de sécurité, les passagers n'ont pas pu être débarqués sur l'île. Par contre, les habitants de l'île ont pu venir vers les passagers grâce à leur... une chaloupe en aluminium, une grosse chaloupe, grosse barge. Et c'est un échange absolument extraordinaire. Parce qu'ils sont demandeurs, ils voient passer personne. Hein. Oui, mais en plus, ils sont arrivés avec pas mal de choses. Ils sont installés dans le grand salon avec la vente des timbres, des cartes postales, le miel local qui est un miel particulièrement sain.
qui est unique. Beaucoup d'échanges à ce niveau-là et ça a vraiment été une grosse fête à bord. Alors peut-être qu'on peut préciser, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est que quand ils sont, les marins de la Bounty donc, sont partis de Tahiti, où ils sont restés quelque temps, et ils ont embarqué à bord des Polynésiennes, si j'ai bien compris. Oui, Ils ont emmené avec eux sur Pitcairn. Beaucoup avaient été séduits, y compris le lieutenant, avait été séduit par les Polynésiennes, y compris d'ailleurs Marlon Brando dans le tournage d'un des nombreux films dédiés à cette aventure du Bounty. Et ils ont amené, et donc c'est comme ça que la population a pu aussi je dirais, non pas se multiplier, parce qu'ils ne sont pas très très nombreux, mais je veux dire, a pu survivre. Nicolas voulait intervenir justement sur Pitcairn, il faut savoir qui est une île mythique. Faut quand même c'est une des rares îles de toute la Polynésie, française ou non, de toute la Polynésie, qui ait été désertée à un moment donné par les Polynésiens eux-mêmes, en dehors de toute rencontre avec les Européens. C'est avant la période de contact. Apparemment, cette île était un peu compliquée pour eux. Donc, lorsque les réfugiés du Bounty sont arrivés là, ils ont trouvé une île déserte de toute occupation humaine. Mais il y a des traces d'occupation ancienne. Mais c'est un rare cas. Et donc aujourd'hui, les seuls habitants, ce sont les descendants de ces révoltés du Bounty et de leurs femmes polynésiennes qu'ils ont emmenées avec eux. Mais ils ont trouvé une île tout à fait déserte. C'est un cas unique. Jean-Bernard, on continue notre périple. On repart à bord de l'Austral pour une ultime étape de cette croisière, mais avant ça, on a une petite surprise pour vous. On vous propose une pause onirique au cœur de la Polynésie avec un clip de voyage d'un nouveau genre, de très belles images signées Franck Fougère.
bien, après ces magnifiques images de ce paradis bleu qu'est la Polynésie française et la Polynésie en général d'ailleurs, nous allons aborder notre dernière étape pour un final en apothéose, je veux dire l'île de Pâques que l'on rejoint après 3 jours de navigation à bord de l'Austral. Patrick, quand on arrive en vue de cette île mythique, on peut le dire, est-ce qu'on voit les fameux moai, les statues de l'île de Pâques? Alors tout à fait. Lors de l'escale du mois de novembre, une forte houle ne nous a pas permis de pouvoir mouiller en face de Angaroa. Donc nous avons mouillé la plage de Anakena au nord. Et là, il y avait quelques moai déjà sur la plage. C'est absolument superbe. Alors Nicolas, les moai, vous les connaissez particulièrement bien puisque vous dirigez depuis près de 20 ans des fouilles archéologiques sur l'île. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces étranges statues? C'est une vieille histoire franco-belge, figurez-vous. En 1934, il y a eu une mission organisée par le Musée de l'Homme, ici à Paris, et les musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles, une mission conjointe. Et cette mission a eu un retentissement énorme sur la population même de l'île de Pâques. D'abord pour la qualité des 2 personnages qui l'ont mené, mais aussi par le fait qu'ils aient amené un médecin, tout premier médecin qui soit jamais arrivé à l'île de Pâques, à soigner les lépreux, etc. C'était en quelle année? En 1934. Et du coup, l'île de Pâques, les habitants de l'île de Pâques, avec l'autorisation du Chili, ont donné une statue à la France et une à la Belgique. Le Français est un peu pessimiste sur l'idée de ramener une statue complète qui risquait de casser dans le voyage, donc il s'est contenté d'une tête qui se trouve maintenant au pavillon des sessions ici au Louvre. Le Belge était un romantique plus optimiste et il a ramené une statue entière. Cette statue est à Bruxelles. Alors, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, la direction du musée m'a dit « mais on cherche un archéologue pour quand même retourner là-bas pour connaître l'histoire de cette statue ». Et je me suis porté volontaire assez facilement, je dois avouer. Et je me suis documenté sur l'île de Pâques et j'ai fait les fouilles un peu innocemment là-bas. Et en fait, ce que j'ai trouvé ne correspondait pas à ce qu'on racontait sur l'île de Pâques. Alors j'ai été piqué au vif et j'ai lancé des programmes de recherche. J'ai toujours pas fini, voilà, ça fait 20 ans que ça dure. Et avec différents collègues états-uniens, allemands ou français, nous avons maintenant largement reconstruit une part assez importante de l'histoire de l'île de Pâques. Mais c'était inattendu au départ. Justement, Nicolas, on voit des images, vous êtes en intervention devant une rangée de ces fameux moai. Alors, ces fameux moai, justement, moi, ça m'intrigue beaucoup et ça intrigue les internautes, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats et de controverses sur l'origine et la création, leur mise en œuvre. Il y a eu plusieurs théories sur la façon dont on a construit et surtout déplacé ces moai. Alors, vous, c'est quoi votre parti pris ? Bon, on a beaucoup fantasmé, il faut bien avouer. Alors racontez-nous un peu certains de ces fantasmes qui ont été déplacés. Comment? Qu'est-ce qu'on a cru pendant longtemps? Et beaucoup de choses ont été faites sans la moindre fouille archéologique, ce qui est un petit peu particulier. D'abord, on a fantasmé sur la dimension de ces statues. Il se fait que dans le volcan Kasavit-Carrière, il y a des statues extrêmement impressionnantes qui font parfois plus de 10 mètres de haut. Et on est parti de cette idée en disant comment les ont-ils transportées? Mais il se fait que ces statues-là n'ont jamais été transportées. Elles sont beaucoup plus grandes que celles qui ont été réellement transportées. Celles qui ont été transportées, qu'on voit sur les... Alors c'est un peu elles font plusieurs tonnes quand même, donc comment on l'a fait? C'est un petit peu comme si vous regardiez un pavillon avec ses fondations en vous demandant comment déplacent-ils leur caravane, hein? Donc il y a une partie de fantasme là-dessus. Et on est parti aussi d'un a priori à cause toujours de ce volcan Carrière qui en réalité a été transformé en un lieu de culte. Les statues qui sont là ne sont pas abandonnées, n'ont pas été comme ça en attente d'un transport. On est parti d'idées un peu incroyables, ce genre de transporter que des statues entièrement terminées. Lorsqu'on fouille les monuments sur l'île de Pâques, on retrouve toujours au niveau de la construction une couche de tuf assez importante. Ces gens, comme partout dans le monde, ont transporté des blocs qu'ils ont sculptés sur place, bien entendu. Et donc, toutes ces hypothèses où vous faites marcher des statues, etc., sont purs fantasmes. Non pas qu'elles ne fonctionnent pas, mais elles partent d'un point de départ qui était absolument non vérifié. Et lorsqu'on fait des enquêtes archéologiques, on se rend compte que ce point de départ était archi faux. Donc voilà, ça c'est une des parties. Pour moi, le plus grand mystère de l'île de Pâques, c'est pas tellement ce qu'on y trouve, mais c'est a priori qu'on a eu longtemps dans la recherche de partir de points de départ non vérifiés. Et alors à partir de là, on fait des développements sérieux, bien entendu, des recherches tout à fait sérieuses, oubliant qu'il faut critiquer le point de départ. D'accord. Alors une petite question pratique de Benjamin sur le fil Facebook du Figaro. Effectivement, il faudrait
peut-être resituer l'île de Pâques, il nous demande, l'île de Pâques est-elle facile d'accès? Alors avec le ponant, évidemment, c'est facile d'y arriver. Et d'un point de vue touristique, combien de temps faut-il pour la découvrir correctement? Ça, c'est plutôt une question pour Patrick. Voilà, difficile d'accès, oui. Je crois on y va par avion depuis le Chili, c'est ça? C'est l'île de Polynésie la plus accessible. Il y a 11 avions gros porteurs par semaine. D'accord, c'est facile d'accès. Mais uniquement en avion ou alors en croisière, c'est ça le principe. Hein, on y va finalement au départ, on arrive au Chili alors, et on prend un avion à Santiago. 11 avions par semaine depuis Santiago du Chili. C'est une province chilienne depuis 1888. Oui, c'est bien de le rappeler. Ouais. Et il y a un vol par semaine depuis Papeete, depuis Tahiti. Ah oui, on peut y aller depuis Tahiti. Mais là, il y a un vol par semaine. Okay. Alors, sur le plan touristique, donc, les fameux moaïs, c'est l'attraction principale de cette île, évidemment, on vient d'en parler. Avec les passagers, quelles sont les activités prévues? Vous débarquez évidemment sur l'île. Quel est le programme de visite? Des excursions qui sont prévues donc, sur les moaïs, bien sûr. D'accord. Il y a aussi une excursion qui permet de voir le volcan qu'on vient de voir à l'instant. Le volcan Carrière. Voilà. Non, le volcan... Les deux. Oui, il y a les deux. Orongo, les deux volcans, oui. Orongo, c'est ça. Voilà, qui est absolument extraordinaire. Après, Alors, à notre niveau, j'ai proposé un peu de plongée sous-marine, bien sûr, dans le nord. Alors, la différence, c'est que c'est étonnant pour un site polynésien, c'est-à-dire que c'est très minéral. Il n'y a pas beaucoup de vie, par contre, dans la mesure où c'est très pauvre en nutriments, une super visibilité. Il n'y a pas de particules, l'eau est très très claire, on va très loin, les coraux sont en bon état. Par contre, la grosse exception, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vie, pour le peu que j'ai pu voir. Je crois qu'il y a même une plongée où on peut voir un moaï, enfin c'est un faux moaï qui a été immergé. Oui, un faux moaï. C'est pour le fun. Pour une série chilienne, je ne sais plus laquelle. Voilà. Mais par contre, je n'ai pas eu l'opportunité de plonger sur ce site, mais beaucoup de passagers m'ont demandé de le faire, bien sûr, et c'est un des sites qui est très fréquenté par les plongeurs là-bas. D'accord. On va revenir peut-être aussi, justement, Nicolas, sur ces fameux statues, parce que moi, j'ai toujours eu en tête que les moaïs, la dernière théorie que j'ai eue en tête, c'était que les moaïs, on les avait déplacés comme des culbutos, plus ou moins. Oui, mais c'est l'un des archéologues locaux qui maintient cette théorie. Ce sont des archéologues états-uniens qui ont fait cela, oui, voilà, de Hawaï et de Californie. C'est très sympathique, mais ils ont essayé ça avec une statue en béton armé. Les vraies statues de Pâques sont en tuf. Le tuf, c'est des cendres volcaniques compressées. Ouais. C'est une roche extrêmement fragile dans l'absolu. Alors, ils tirent sur la tête d'un côté à l'autre pour faire basculer légèrement cette statue. Je vous garantis que si vous faites ça avec une statue en tuf, après 2-3 tractions, la tête se détache. Hein. Donc, c'est un peu cavalier de faire ça avec une statue en béton armé, une réplique. Ils l'ont fait aux 2/3 de la grandeur parce qu'ils n'avaient pas envie de trop... Et il leur faut des équipes déployées sur des mètres de large pour avoir un bon angle pour tirer sur les cordes. Lorsque vous voyez le relief de l'île de Pâques, qui n'est pas très prononcé, mais ce n'est que des petites ravines, des bosses et des cailloux partout, on ne sait pas où on mettrait ces équipes de porteurs. Donc, tout est assez invraisemblable. C'est très spectaculaire. Ça a été financé par la National Geographic Society, etc. Donc c'est très spectaculaire. Mais ils ont fait des essais à Hawaï sur un bushman plat avec un terrain gazonné très large tout autour et une statue en béton. Donc c'est un peu cavalier comme présentation, surtout quand on parle ici d'une démarche scientifique. Nous, on n'est pas très d'accord, bien entendu. Et surtout, ils n'ont pas analysé le point de départ. Était-il si sûr qu'on déplaçait les statues entières? Et lorsqu'on fait des fouilles, on constate... Et là, ce n'est pas une hypothèse, ce sont des faits archéologiques. Non, ils n'ont pas déplacé de statues entières, ils ont déplacé des blocs, ce qui est beaucoup plus logique. N'imaginez quand même pas que Michelangelo est allé sculpter son David à Carrare. On lui a amené un bloc à Florence avant qu'il ne le sculpte, évidemment. Donc ces gens n'ont pas fait autrement. Ils ont sculpté leur statue sur place. Et devant tous les monuments à statues, on trouve une énorme couche de poussière de ce tuf qui prouve bien cela. D'accord. Voilà. Alors Nicolas, on parle des moaïs, mais on peut aussi évoquer, quand on va sur l'île de Pâques, on ne manque pas de le visiter, le site du volcan Orongo, où s'est développé, autour duquel s'est développé un autre mythe. Après les moaïs, il y a eu le mythe de l'homme-oiseau. Et je crois que dans vos recherches, vous avez bousculé un petit peu les théories sur la naissance de ce mythe de l'homme-oiseau, puisque visiblement on a imaginé qu'après avoir épuisé leurs ressources, notamment en bois, les Pasquans se sont mis à se chamailler entre eux violemment, à bousculer leurs ancêtres, puisque les Moaïs représentent les ancêtres des habitants de l'île de Pâques, et puis ils se sont retrouvés comme ça un petit peu... nus, sans possibilité de quitter l'île puisqu'il n'y avait plus de bois, et puis ils se sont mis à développer cette sorte de mythe de l'homme-oiseau qui fait penser à l'envol,
la liberté de pouvoir quitter l'île. Théorie que vous avez un peu égratignée également en faisant vos fouilles. Écoutez, la seule chose qui est réelle dans tout cela et qui est définitivement démontrée, c'est que lorsque les Polynésiens sont arrivés sur l'île de Pâques aux environs de 1100 de notre ère, c'est un peuplement relativement récent, hein, c'est quelques siècles plus tard que Tahiti par exemple, ces gens ont découvert une île entièrement boisée. Lorsque les Européens arrivent là au XVIIIe siècle, il n'y a quasiment plus d'arbres. On a exagéré, il y avait encore des arbres, mais il n'y avait plus de forêt, disons. La forêt primaire avait été entièrement liquidée, mais il y avait encore des arbres isolés. Et nous sommes en train de fouiller pour le moment un site où on retrouve des traces de plantation volontaire de palmiers à cette époque dite de crise. Donc il y avait encore des arbres, mais plus de forêt. Alors c'est un cas unique dans la Polynésie, on s'est posé beaucoup de questions. Et une des théories a été de dire, mais puisque ces gens ont détruit l'environnement, ils se sont retrouvés dans une situation économique désastreuse, donc il y a eu famine, et donc ils se sont battus pour la survie, donc ils ont détruit leurs monuments, et ainsi de suite. Il y a tout un enchaînement qui paraît extrêmement logique. Le premier point qui pose problème là-dedans, c'est que le déboisement ne provoque absolument pas la famine, il provoque des tas de problèmes, il n'y a plus de bois d'œuvre pour les constructions, comme on l'avait dit, on ne sait plus faire de grands bateaux, des choses pareilles. Ils savent encore faire des barques, il y avait encore assez de bois pour cela, mais plus des grands bateaux de voyage. Mais en fait, c'est une aubaine pour l'agriculture, ce sont des agriculteurs éleveurs. Et donc le déboisement, au contraire, permet l'exploitation d'une surface agricole gigantesque, plus grande que dans les autres îles de Polynésie. Donc famine, il n'y a pas eu. Donc guerre de survie, il n'y a pas eu. Par contre, il y a un développement démographique qu'on commence à pressentir maintenant et qu'on mesure justement par l'extension du domaine agricole. Et on ne gère pas des petits villages comme on gère une grande ville. Les ancêtres, ça fonctionne très bien, ce sont les statuts, ça fonctionne très bien parce que chaque petite communauté a son lignage, on travaille avec ses propres ancêtres. Si vous voulez gérer de manière plus globale une grande société, il faut casser les lignages. Vous ne pouvez pas gérer ça avec toutes sortes de structures morcelées de ce genre-là. Et donc très lentement, mais c'est un processus qu'on mesure maintenant de manière très certaine, c'est un processus de plus d'un siècle, ces gens ont lentement non pas détruit, mais démonté leurs monuments, statues, et ont été recherchés dans leurs vieux fonds mythologiques, les dieux créateurs. En Polynésie, il existe une quantité de dieux créateurs, mais qui confient la gestion du monde aux ancêtres. Et ils ont été les rechercher pour les réactiver. Et l'avantage des dieux, c'est qu'ils n'appartiennent pas à un lignage et qu'ils peuvent imposer leurs lois à tous, quels que soient les lignages. Et donc ces gens sont passés d'une structure morcelée à une structure beaucoup plus globale. Et il n'y a jamais eu de crise à l'île de Pâques, si ce n'est celle de la rencontre avec les Blancs qui a été terrifiante au XIXe siècle. Voilà. Mais il y a toujours des descendants de ces Pasquons aujourd'hui à l'île de Pâques, l'île est toujours peuplée. Et donc voilà, et les oiseaux, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que les oiseaux migrateurs, chez les Polynésiens, le voyage est quelque chose d'extrêmement important dans les mythologies, tout voyage, eux-mêmes ont dû voyager pour trouver ces îles, et les oiseaux migrateurs sont les messagers des dieux. Et donc on va faire un culte tourné autour de ces oiseaux qui représentent le message donné par un dieu. Et il y aura une personne chaque année désignée sur l'île qui sera l'homme-oiseau, qui est un personnage entaché de tabous extrêmement importants, ça donne son autorité, et qui va comme ça lentement, grâce à ce système, on va transformer la société pour arriver à une société plus globale. Donc le mystère de l'île de Pâques n'est pas celui d'une catastrophe, mais celui d'une lente transformation d'un milieu qui se développe démographiquement. Bah écoutez, Nicolas, je vous remercie pour ces éclairages. Notre émission va bientôt toucher à sa fin. Nous sommes éclairés par, par vos recherches qui nous battent en brèche un certain nombre de préjugés. Venons-en en détails pratiques maintenant de cette croisière, de ce voyage. Patrick, pour nos internautes qui seraient tentés de vivre cette aventure, juste une petite idée de prix et puis la prochaine croisière aura lieu quand? Voilà. Alors, la prochaine croisière aura lieu le 6 octobre 2018. D'accord. Il y en aura une aussi le 2 mars 2019, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire Angaroa-Papeete, qui sera fait sur le Soleal. Voilà, ça fait sur le Soleal. Le premier prix est autour de 4 000 € pour les cabines de base, pouvant aller jusqu'à la suite de l'armateur, jusqu'à 9 800, je crois. D'accord, selon le type de confort. Selon le type de confort qu'on peut trouver à bord, évidemment. D'accord. Alors Jean-Bernard, avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez suivre les aventures audiovisuelles de Franck Fougère, dont on a vu le clip vidéo tout à l'heure, sur la page Facebook de Follow Me Productions. Vous pouvez également plonger dans l'histoire de Rapa Nui, donc l'île de Pâques, avec l'ouvrage de Nicolas Coe, Île de Pâques, le grand tabou, un essai publié chez Version Sud et dont l'édition française vient d'être rééditée.
Patrick, Jean-Louis, Nicolas, merci de nous avoir dévoilé une partie des secrets du monde polynésien. J'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous avez apprécié ce voyage. Nous vous retrouverons dans un mois pour une autre croisière aux antipodes. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.